Bonjour, donc ce tutoriel a pour objectif de vous montrer comment on étudie sur le plan énergétique une chute libre. Vous avez déjà réfléchi à la démarche. La première chose, c'est d'observer le mouvement d'une chute libre. Le plus simple, c'est de la filmer. On va se munir d'une vidéo qu'on va aller chercher sur internet, on utilisera la même dans un premier temps. Et puis il va falloir réaliser à partir de cette vidéo une chronophotographie à l'aide d'un logiciel de pointage qui a également une fonction de tableur-grapheur qui nous permettra de récupérer les informations, les données établies à partir de la chronophotographie pour les traiter. Le traitement sera simple, on demandera à l'ordinateur de calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur ainsi que l'énergie mécanique au cours du mouvement pour cette balle en chute libre. Alors première étape, d'abord une petite remarque de vocabulaire importante. Lorsque vous entendez parler de chute libre, évidemment vous pensez à ce que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire la chute libre de parachutiste. Il se trouve que pour le physicien, c'est pas du tout une chute libre. Pour le physicien, une chute libre, c'est la chute d'un objet qui se fait sans frottement, c'est-à-dire la chute d'un corps qui n'est soumis qu'à son propre poids. Alors qu'un parachutiste, dans un premier temps, est en phase d'accélération, et au fur et à mesure que sa vitesse augmente, les forces de frottement deviennent de plus en plus importantes et se mettent à compenser le poids, de telle sorte que le parachutiste atteint un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire atteint une vitesse limite. Donc première chose, nous allons d'abord télécharger un logiciel de pointage qui est libre de droit, qu'on appelle Regressi. Pour ça, vous cliquez vous rentrez dans votre moteur de recherche Regressi modification, c'est le premier choix qui apparaît, vous cliquez dessus, vous arrivez ensuite sur ce site-là, vous descendez, vous voyez écrit version 4.6.4 et vous téléchargez l'installateur de cette version. Vous savez faire pour obtenir Regressi. Vous avez la petite icône de l'application qui est présentée ici. Deuxième étape, il va falloir qu'on travaille sur une même vidéo. Pour cela, vous cliquez dans votre moteur de recherche vidéo chute libre Nancy Metz pour aller chercher sur ce site-là. Vous cliquez sur ce site et vous voyez apparaître un ensemble de vidéos en fait, qui sont mises à disposition. On descend ici, on va récupérer ces vidéos. On clique sur voir la page, apparaissent ces différentes vidéos, on va choisir la plus intéressante, c'est normal, ça s'ouvre ici, vous fermez. On va récupérer celle qui correspond à une vitesse d'obturation la plus grande, c'est-à-dire ici 1 millième de seconde. Vous cliquez à cet endroit-là et pour télécharger la vidéo, on vous demande de l'installer quelque part pour avoir un accès facile, jamais sur mon bureau par exemple. Je la télécharge. Je l'ouvre pour la visionner. Alors je vous conseille d'avoir VLC, j'imagine que vous l'avez, ce qui va nous permettre de faire une petite manipulation. Bon, il se trouve que là, vous avez la vidéo qui est redressée. Pour information, pour ceux qui ne l'auraient pas redressée, ça peut arriver, vous pouvez aller dans Outils, c'est-à-dire si elle est retournée, ça peut arriver. Vous allez dans Effets filtres, vous allez dans Effets vidéo, dans Géométrie, et là, attention, vous avez de temps en temps cette petite case qui est cochée. Auquel cas, si je coche cette case-là, vous verrez que la vidéo est retournée d'un angle de 90 degrés. Décochez-la, vous aurez tout de suite la vidéo qui sera dans le bon sens. Voilà. Je peux le vérifier ici. Bon. Je n'ai rien changé puisque j'ai décoché. La vidéo est dans le bon sens. Bien. Alors, on va maintenant aller dans Regressi. Voilà comment se trouve ce fichier. Je vais récupérer sur le bureau la vidéo. J'aurais pu la renommer. Je vais un petit peu vite. Et vous voyez que la vidéo n'apparaît pas parce qu'il faut ici déclarer que je cherche un fichier vidéo. Elle apparaît maintenant ici. On l'ouvre.
vous notez qu'à cet endroit-là, on a une loupe x2, ce qui va être intéressant pour nous. Alors, première chose, on décide d'un repère. C'est un repère orthonormé, mais on peut choisir son origine. Le plus simple, c'est de choisir comme origine la position initiale de la balle. Voilà. Donc je maintiens cliqué. Voilà. J'ai déplacé l'origine de mon repère. Le problème, c'est que l'axe des ordonnées pointe vers le haut, donc j'aurai des ordonnées qui seront négatives. Ce que je peux faire, c'est faire apparaître ici cette petite croix, et tout en maintenant cliqué, retourner, voilà, de telle sorte à avoir l'axe des ordonnées bien orienté vers le bas. Alors c'est un tout petit peu délicat comme manip, comme vous voyez. Là, j'ai pas réussi à le mettre correctement. Attention, il faut évidemment faire en sorte, donc je le reprends ici, hein, quand ça marche pas. Il faut faire en sorte que le repère soit vraiment vertical. Et là, normalement, c'est le cas. Voilà, on a un repère vertical. Deuxième étape très importante, il va falloir étalonner cette vidéo en distance. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'indique à l'ordinateur qu'un nombre de pixels correspondant à la réalité à une certaine distance. Si vous avez regardé précédemment, je ne l'ai pas fait valoir, entre les deux repères de cette vidéo, les gens qui ont fait la vidéo ont mesuré 1,50 m. Donc je vais l'indiquer à l'ordinateur. C'est intéressant d'avoir la loupe parce que ça me permet de situer cette barre-là de façon assez précise au niveau des deux repères. Voilà. Et ensuite, je vais indiquer ici qu'entre ces deux repères, j'ai effectivement 1,5 m. Attention, n'utilisez pas la virgule, mais le point. Voilà, on peut démarrer l'acquisition. Pour ça, j'appuie sur mesure ici. Et à chaque fois que je vais cliquer, à chaque fois que je vais pointer sur le centre de gravité de la balle, je passerai à l'image suivante. Donc attention, j'essaye d'être précis. C'est pas forcément évident. Voilà, je recommence. Deuxièmement, les deux sont quasiment coïncident quasiment. Alors, une petite remarque, c'est vous avez le droit de vous tromper là à un moment donné. Imaginez par exemple, je fais un mauvais point, je ne vais pas tout reprendre. Ce que je fais, c'est que j'annule le point et je reviens à l'image précédente. Bon, ça permet évidemment de se donner la possibilité de se tromper. Faites très attention à être le plus précis possible dans votre pointage. C'est de ce pointage que va dépendre la qualité de vos mesures. Bon, vous pouvez éventuellement passer à la suite hein, sur votre vidéo. C'est pas le plus intéressant quand vous avez compris. Donc moi j'essaye d'être le plus précis possible. Ici. Attention, il y a des jeux d'ombre, des jeux de contraste, donc on est obligé un peu de savoir, d'imaginer à un moment donné où se situe, ce qui n'est pas évident, le centre de gravité. On essaye de faire au mieux. Voilà, on arrive à la dernière image. Bien, vous avez vu apparaître sur la droite, pour chacune des dates correspondant aux prises de vue de chacune des images, vous avez vu apparaître les deux coordonnées d'espace en X et en Y. On va traiter ces informations. Pour ça, on va dans Traiter. On voit apparaître cette fenêtre. On peut aller voir directement le tableau. Donc on voit bien qu'on a le tableau. Ce qui nous intéresse, c'est pas la colonne en X. Ce qui nous intéresse, c'est la colonne en Y. Donc je peux même effacer cette colonne. Ça simplifie un peu le tableau. Voilà. On demande suppression de X. Je valide. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer de nouvelles grandeurs. On a vu qu'il fallait déclarer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique, mais l'énergie cinétique dépend d'une grandeur qui n'est pas définie, à savoir la vitesse. Donc, on la définit. Elle s'exprime en mètres par seconde. C'est la dérivée d'une des deux coordonnées, à savoir y. Il n'y a que celle-là qui est permise puisque j'ai supprimé la coordonnée en x, sinon par le menu déroulant je pourrais mettre y ici. J'ai pas d'erreur de syntaxe puisque je vois que l'ordinateur me calcule sans problème la vitesse et je peux vérifier qu'effectivement cette vitesse augmente. Voilà. Petite remarque, ce point-là est probablement une erreur liée à une erreur que j'ai faite sur le premier pointage au départ. C'est pas très grave. On va ensuite définir la grandeur énergie cinétique, EC,
qui s'exprime en joules. C'est une grandeur qui se calcule. 1/2 de mv carré, donc 0,5 multiplié par 0,300, puisque la balle fait 300 grammes, donc 0,300 kg, multiplié par V au carré. Faites attention, pour élever à l'exposant, il faut utiliser le petit chapeau. Pas d'erreur de syntaxe, puisqu'il y a un calcul d'énergie cinétique. La série de mesures est cohérente, puisque l'énergie cinétique augmente avec le mouvement, au cours du mouvement. Je déclare maintenant l'énergie potentielle de pesanteur, qui s'exprime en joules, qui elle aussi est une grandeur calculée. Elle est égale à mgh, donc 0,300 multiplié par 9,81, puisque on parle de l'intensité du champ de pesanteur, multiplié par l'altitude. Alors, il faut que je choisisse un niveau de référence pour mon énergie potentielle de pesanteur nulle. Je peux le choisir comme je veux. Je décide de choisir un niveau de référence à, par exemple, 1,5 m en dessous de la position initiale de la balle. Ce qui veut dire que je vais écrire 1,5 moins y. Voilà. On constate bien que quand y va augmenter, ceci va diminuer. Par conséquent, mon énergie potentielle de pesanteur va diminuer. C'est logique. Pas d'erreur de syntaxe. Et je constate effectivement que l'énergie potentielle diminue. Elle est même négative. Ce n'est pas gênant du tout. Ça exprime juste que la balle va descendre en dessous du niveau de référence que j'ai utilisé comme étant le niveau d'une énergie potentielle de pesanteur nulle. Il reste à calculer l'énergie mécanique, qui s'exprime elle aussi en joules, qui est une grandeur qui est égale à la somme des deux énergies précédentes. L'ordinateur me le calcule, pas d'erreur de syntaxe. On peut regarder ces valeurs, on constate que globalement l'énergie mécanique reste identique avec une légère tendance générale à la diminution. On va observer les graphiques. On a ici le graphe de Y en fonction de T. Ça, c'est pas un graphe énergétique, mais c'est un graphe cinématique. Et on voit qu'il y a une jolie courbe. Pour ceux qui ont un peu l'habitude, c'est une parabole. C'est une courbe qui est spécifique d'une chute libre. On va décocher Y pour observer maintenant. Donc je décoche Y. Il ne veut pas, je le décocherai après. Voilà. Pour observer maintenant l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, elle augmente au cours du mouvement, c'est assez logique. L'énergie potentielle, elle, diminue. Et on voit en fait que l'augmentation de l'énergie cinétique est exactement compensée par la diminution d'énergie potentielle. Il y a donc une conversion d'énergie cinétique en énergie, exactement plutôt une énergie potentielle qui se convertit en énergie cinétique. On peut rajouter l'énergie mécanique, et on voit bien que cette énergie mécanique, globalement, elle est constante, avec quand même une tendance à la diminution. Cette tendance à la diminution, elle est intéressante parce qu'on a vu ensemble que la variation d'énergie mécanique était liée au travail des forces non conservatives. Dit plus simplement, elle est liée, elle est même égale, cette diminution d'énergie mécanique, au travail des forces de frottement. Eh bien, cette petite étude va nous permettre de quantifier le travail des forces de frottement. Comment on fait? On va enlever l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. On va demander de modéliser l'énergie mécanique, donc d'avoir une courbe de tendance. Pour ça, on utilise un modèle affine. Et on constate ici qu'effectivement, on a une pente qui n'est pas nulle. On le voit de toute façon à l'œil. La droite n'est pas horizontale. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut mesurer assez précisément. On va utiliser pour ça l'outil réticule libre. On peut mesurer la diminution, sur la courbe de tendance, attention, la diminution d'énergie entre le début de la chute libre et la fin. L'énergie mécanique au début de la chute libre, vous pouvez le noter, est à 3,433 joules. En fin, elle est ici. En fin, je regarde la courbe de tendance, c'est-à-dire un peu moins d'une demi-seconde après, après une demi-seconde, un peu plus d'une demi-seconde ensuite, vous avez que l'énergie mécanique a diminué à 3,193. Donc, elle est passée de 3,433, on n'est pas non plus, à 3,100, je disais 93. Donc on a 200
0,240 joules d'écart. Eh bien, ce 0,240 joules d'écart, c'est la valeur du travail des forces de frottement. En conclusion, on peut donc constater que globalement, la chute étudiée est une chute libre. Si on rentre dans les détails, ce que nous permet ce traitement d'information grâce à un logiciel de pointage, on peut observer qu'il y a intervention de forces de frottement dont on peut quantifier l'impact en mesurant leur travail. Ce travail-là, il est de l'ordre de 200 millijoules, ce qui est peu, mais ce qui est tout à fait observable. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous réussirez à reproduire cette manipulation.